l'anarchie entre métapolitique et politique. Alors, comme la préposition entre l'atteste, il s'agit d'abord de situer ce qui est peut-être insituable, car inlocalisable, à savoir l'anarchie, ou écrit plus classiquement l'anarchie, ou encore l'anarchie. La question serait donc, dans la philosophie d'Emmanuel Levinas, où convient-il de situer l'anarchie? Peut-on considérer qu'elle se tient quelque part entre la métapolitique et la politique? Question qui, au premier abord, paraît légitime, car nous savons que l'anarchie, au sens lévinasien du terme, est à distinguer de l'anarchisme, qu'elle ne saurait se réduire à une attribution politique, puisqu'elle renvoie à une intrigue singulière qui a à voir avec la proximité. Cependant, et nous touchons là une des complexités de la question, même si elle est irréductible à une signification purement politique, l'anarchie, telle que la conçoit Levinas, affecte, concerne jusqu'à un certain point la politique, ou plus exactement l'État, comme si le recours délibéré à ce terme, à ce signifiant incontestablement chargé, rejoignait une des orientations profondes de cette philosophie qui aime souvent jouer avec des expressions politiques en les détournant de leur sens premier. Nombreuses sont les occurrences dans Autrement dit, au point qu'il serait légitime de s'interroger sur la question de l'anarchie dans cet ouvrage. De surcroît, on rencontre certainement une des premières apparitions du terme dans Totalité et Infini, en 1961, pour décrire la résistance de la multiplicité à une logique totalisante. Levinas écrit « Anarchie essentielle à la multiplicité ». Reprenons la question de départ. Pourquoi dire de l'anarchie qu'elle se situe quelque part entre la métapolitique et la politique? Parce que dans l'œuvre d'Emmanuel Levinas, l'anarchie apparaît sous un double registre. D'une part, elle désigne ce qui précède tout arché. Elle est avant tout commencement et avant tout principe. Mais d'autre part, ce rapport au pré-originel n'est pas exclusif d'une signification également politique, ou tout au moins d'une signification qui touche à la politique. Ainsi qu'en témoigne la seconde partie de la note 3 de la page 128 d'Autrement qu'être, lorsqu'Emmanuel Levinas s'efforce de décrire l'obsession comme un mouvement anarchique au sens originel du terme. Je cite: la notion d'anarchie, telle que nous l'introduisons ici, précède le sens politique ou antipolitique qu'on lui prête populairement. Elle ne peut pas, sous peine de se démentir, être posée comme principe, au sens où l'on entend de l'anarchisme. L'anarchie ne peut pas être souveraine, comme l'arché. Elle ne peut que troubler, mais d'une façon radicale, et qui rend possible des instants de négation sans aucune affirmation, l'État. L'État ainsi ne peut pas s'ériger en tout, mais en revanche, l'anarchie peut se dire: le désordre a pourtant un sens irréductible en tant que refus de synthèse. Cette question posée en suscite aussitôt d'autres, et notamment celle-ci: que convient-il d'entendre par métapolitique? L'expression métapolitique ne se rencontre pas chez Levinas. Nous y avons néanmoins recours pour évoquer une dimension autre que la politique,
En revenant à la pluralité de signification du terme grec méta, ce mot veut dire d'abord de façon topique et technique, après, derrière. Mais il désigne aussi, comme y insiste Heidegger dans son cours sur les concepts fondamentaux de la métaphysique, un mouvement comme un virage, un quitter quelque chose pour se tourner vers quelque chose d'autre. Le méta, écrit-il, voit sa signification modifiée. De la signification purement topique est sortie la signification du virage, de se tourner d'une chose vers une autre, de sortir de l'une vers l'autre. D'où le nom de métaphysique ne désigne plus ce qui vient après les leçons sur la physique, je cite, mais ce qui traite de cela, qui se détourne des physica et se tourne vers un autre étang, vers l'étang général et vers l'étang véritable. Ce retournement a lieu dans la véritable philosophie. Par ce mouvement, par ce virage, il s'agit d'effectuer une sortie au-delà de l'étang particulier, par-dessus lui, vers cet autre. Ainsi, la métaphysique désigne une connaissance au-delà du sensible qui, grâce à ce virage, devient connaissance du suprasensible. Selon Heidegger, c'est en rapport avec ce virage, qui n'est rien d'accessoire, que se décide le destin de la philosophie véritable en Occident. Et Heidegger d'ajouter que, je cite, le terme de métaphysique a ainsi prêté à des formes analogues qui, de façon équivalente, sont pensées relativement au contenu. Ainsi, pour la politique, à propos de laquelle Heidegger cite le baron von Stein, je pense que c'est l'auteur de la célèbre étude sur le mouvement social en France, qui a appelé métapolitique, je cite, le fait d'édifier le monde, la politique pratique sur des systèmes philosophiques. Appliquée à l'œuvre d'Emmanuel Lévinas, l'expression métapolitique ne renverrait pas à la signification technique ni topique, ce qui vient après la politique. En ce sens, elle ne conviendrait pas dans la mesure où, selon un texte célèbre paru dans les temps modernes, la politique vient toujours après l'éthique, qui accède ainsi au rang de philosophie première. Mais elle recevrait plutôt une signification liée au contenu. Elle évoquerait le virage qui consiste à quitter quelque chose pour se tourner vers autre chose. En l'occurrence, une sortie de la politique, un passage au-delà de cet étang particulier qu'est la politique, vers cet autre que serait la métapolitique. Tel serait le retournement que tente de désigner ici le terme de métapolitique. À bien y regarder, cette expression signifie un parcours complexe. Si le méta qui la compose désigne un virage, une sortie, on se détourne de la politique pour se tourner vers autre chose, bref, un passage au-delà de la politique. Il désigne non moins une provenance, c'est-à-dire un en-deçà, comme si la métapolitique avait pour effet d'attirer notre attention sur un en-deçà qui permet la sortie, qui ouvre le passage au-delà de la politique. Définissant la responsabilité pour l'autre, Lévinas insiste sur cette structure complexe, sur cette trajectoire de l'en-deçà à l'au-delà. Je cite, « La liberté d'autrui ne saurait faire structure avec la mienne, ni entrer en synthèse avec la mienne. La responsabilité pour le prochain est précisément ce qui va au-delà du légal et oblige au-delà du contrat. Elle me vient d'en deçà de ma liberté, d'un non présent, d'un immémorial. »
contrairement à la définition de Goldstein, il ne s'agit pas de fonder la politique pratique sur un système philosophique pour l'arracher en quelque sorte à son immédiateté et à son caractère empirique. La métapolitique se définissant alors comme une politique fondée sur un principe ou des principes. À l'inverse, il s'agirait bien plutôt de mettre la métapolitique en résonance et en consonance avec ce qui advient dans la situation éthique, à savoir une responsabilité qui ne se justifie par aucun engagement préalable, telle que se dessine la structure méta-ontologique et métalogique de cette anarchie, défaisant le logos, où s'insère l'apologie, par où la conscience toujours se ressaisit et commande, comme si la métapolitique était l'analogone de cette sortie de l'ontologie. N'est-ce pas grâce à ce retournement que nous serons en mesure de mieux situer l'anarchie à la sortie de la politique, s'en détournant pour accéder à une dimension autre, mais en gardant néanmoins à l'esprit que ce virage, cette sortie de la politique, ce passage au-delà, accompagné d'une plongée dans un en-deçà, ne manque pas d'exercer un effet sur ce qui a été quitté, sur ce dont on s'est détourné. Mais il ne suffit pas de le situer, encore faut-il décrire. Aussi notre trajet comprendra-t-il deux moments. D'abord, premier moment, la description de l'intrigue de l'anarchie, ou anarchie et proximité. Second moment, un essai d'appréciation des effets sur la politique, ou le trouble de la politique, ou plutôt le trouble de l'État. D'abord, l'intrigue de l'anarchie, anarchie et proximité. Avant même de nous interroger sur l'intrigue de l'anarchie telle qu'elle est mise au jour, voire mise en scène dans notre enquête, revenons brièvement sur une des premières apparitions du terme anarchie, c'est-à-dire dans Totalité et Infini en 61. Très tôt, Lévinas a affirmé une conception pluraliste du social. Présentant les conférences sur le temps et l'autre, il déclare, je cite, « C'est au contraire vers un pluralisme qui ne fusionne pas en unité que nous voudrions nous acheminer. » Et de l'existence à l'existant, il refuse aussi bien une pensée de la socialité comme totalité, différente de la somme des parties, c'est-à-dire Durkheim, qu'une pensée du social reposant sur l'imitation, c'est-à-dire Gabriel-Tarde. Dans l'un et l'autre cas, par des voies différentes, on aboutit à l'idée d'une fusion. Soit que je m'identifie à l'autre dans la représentation collective, soit que je me confonde avec l'autre par la reprise d'un geste commun. De même, Lévinas rejette-t-il la collectivité de l'arrêt, selon Heidegger, qui rassemble la collectivité autour de quelque chose de commun, par exemple la vérité, qui fournit ainsi le lien de la communion. En 1947, il déclare, je cite, « À cette collectivité de camarades, nous opposons la collectivité du moi-toi, qui la précède. Elle n'est pas une participation à un troisième terme, c'est-à-dire, elle n'est pas une communion. Elle est de face à face, redoutable. Ça, c'est pour tous ceux qui ont une lecture irénique de Lévinas, face à face, redoutable, d'une relation sans intermédiaire, sans médiation. Réitération dans le temps et l'autre, en 1948, à propos d'une critique de Platon, auquel Lévinas reproche de reprendre une notion éléatique de l'être, selon laquelle la multiplicité était subordonnée à l'un
et de réduire le rôle du féminin à la matière. Il accuse Platon d'être passé à côté de la particularité de la relation de l'un à l'autre. De là la critique de la République, construite sur le modèle du monde des idées et qui conçoit l'idéal social comme un idéal de fusion. On pensera, écrit-il, que dans sa relation avec l'autre, le sujet tend à s'identifier avec lui en s'habillement dans une représentation collective, dans un idéal commun. Renouvelant la même critique à l'égard de Heidegger, Lévinas aboutit à une conclusion proche de la précédente, mais plus approfondie, dans la mesure où il prend soin de se distinguer de Martin Buber. Je cite, « À cette collectivité du côte à côte, écrit-il, j'ai essayé d'opposer la collectivité moi-toi, l'apprenant non pas au sens de Buber, où la réciprocité demeure le lien entre deux libertés séparées, et où le caractère inéluctable de la subjectivité isolée est sous-estimé. À l'évidence, dans totalité et infinie, l'analyse de la relation de face à face a été considérablement enrichie. À l'encontre de l'irénisme de Buber, cette relation est désormais pensée comme non réversible, comme asymétrique, et Lévinas insiste sur la courbure de l'espace intersubjectif qui comprend une dimension d'élévation. De surcroît, distance est nettement prise à l'égard de Hobbes, on peut même parler d'un contre-Hobbes, et au-delà de tout penseur qui identifie le social au règne de la violence. Mais il précise, une relation autre que la violence ne signifie pas pour autant le règne de la totalité. S'affirme de nouveau le face-à-face en tant que relation dernière et irréductible et qui rentre aussi sur le pluralisme de la société. L'être est extériorité, ce qui signifie la résistance de la multiplicité sociale à la logique qui totalise le multiple. Contre l'idée de totalité propre à la philosophie, sous l'emprise de l'ontologie, il s'agit d'opposer l'idée d'une séparation résistante à la synthèse. Alors là, il écrit, ça c'est une invention orthographique, mais qui va loin, les moi, apostrophe S, donc c'est écrit étrangement au pluriel, à l'instar d'ailleurs du tous un au pluriel de la Boétie, ne forme pas de totalité. C'est dans cette résistance du multiple à la totalisation qu'apparaît la référence à l'anarchie. Anarchie essentielle à la multiplicité, juge Lévinas. Anarchie, je cite, car il n'existe pas de plan privilégié où les moi, toujours au pluriel, pourraient se saisir dans leur principe. Mais anarchie ambiguë et provisoire, semble-t-il. Elle n'existe que faute de plan commun, faute de principe, faute d'arché. De là, grâce à cette absence d'arché, la possibilité de la résistance de la multiplicité à toute entreprise de totalisation. Mais si sur un versant, l'anarchie est résistance, et en ce sens manifestation du pluralisme de la société, sur un autre versant, elle est vertige et tremblement, non pas guerre de tous contre tous, mais anomie des volontés libres. Je cite, « On ne saura jamais quelle volonté dans le jeu libre des volontés tire les ficelles du jeu. On ne saura pas qui se joue de qui. Aussi cette anarchie est-elle destinée à s'éteindre, non sous la détermination d'une totalité plus efficace que les autres, mais à la venue d'un principe, d'un arché, quand le visage
qui est appel réclame la justice. Comme si la multiplicité devait prendre fin pour laisser place, non à l'un, mais à un pluralisme de l'être qui s'accomplit dans la bonté allant de moi à l'autre, qui crée les menaces. Première pensée de l'anarchie, semble-t-il, où cette dernière est davantage considérée comme un état provisoire, destiné à s'abolir dans la justice, que comme une intrigue provenant de l'énigme de la fraternité humaine. À l'inverse de Rainer Schurman, dans son ouvrage Le principe d'anarchie, Heidegger et la question de l'agir, il ne saurait être question pour Lévinas de penser ou de décrire un principe d'anarchie. C'est à l'aide de cette expression paradoxale que Schurman s'efforce d'opposer le dispositif métaphysique classique à la pensée de Heidegger, qui serait du côté de ce nouveau principe, ou plus précisément de cette nouvelle pensée du principe. Entendons que la structure philosophique traditionnelle, structure archique pourrait-on dire, avait pour caractère dominant de référer à un arché la question de l'agir, de telle sorte que les théories de l'agir, qui ont pour ambition de répondre à la question « que dois-je faire ?», se référaient à chaque époque à ce qui faisait figure de savoir ultime. Cet ensemble d'efforts, en vue de déterminer un référent pour l'agir, désignerait la métaphysique, ou encore la métaphysique serait ce dispositif, je cite, où l'agir requiert un principe auquel on puisse rapporter les mots, les choses, les actions. Principe qui aurait à la fois de valeur, de fondement, de commencement, de commandement. C'est sur le fond de cette structure métaphysique et archique que l'on peut comprendre le nouveau sens que Schurman prête au nom d'anarchie et du même coup à l'œuvre heideggerienne. À l'époque de la clôture du champ métaphysique, la thèse du principe d'anarchie est dans l'étroite dépendance de l'hypothèse de la clôture. La règle selon laquelle le monde est intelligible et maîtrisable à partir d'un fondement premier, perd son emprise. La dérivation entre philosophie première et philosophie pratique décline. Le schéma de référence à un arché s'estompe, en même temps que les principes épocaux, je cite, qui, à chaque âge de notre histoire, ordonnèrent les pensées et les actions, dépérissent. De là l'énonciation de ce paradoxe éblouissant qu'est le principe d'anarchie. Les deux termes qui le composent désignent deux versants et qui s'orientent dans des directions opposées. L'un qui pointe en deçà de la clôture, de la métaphysique, l'autre qui fait signe au-delà. En même temps que la référence principielle se dit, elle se nie, ou la référence principielle se dit, mais pour se nier. Comprenons que le XXe siècle, de par sa critique de la métaphysique, apparaît comme l'époque où la dérivation de la praxis à partir de la théorie s'épuise. L'agir se manifeste comme anarchique, c'est-à-dire comme dépourvu d'arché, de fondement, de commencement, de commandement. Vient l'époque du principe du sans-principe, ou du principe qui commande de ne pas en avoir. Rapporté à la pensée de Heidegger, ce paradoxe dit combien, selon Schurman, cette dernière est œuvre de transition encore implantée dans la problématique classique du qu'est-ce que l'être, mais arrachant déjà celle-ci au schéma attributif participatif. Principe encore, écrit Schurman, mais principe d'anarchie, il faut penser cette contradiction, la référence principielle qui est travaillée dans son histoire et dans son essence par une force de dislocation, de purification. Mais peut-on faire taire la contradiction qui habite le principe d'anarchie?
la radicalité de Lévinas ne consiste-t-elle pas à se détourner de ce paradoxe qu'il envisage à son tour, par exemple sous forme de l'anarchisme, et à poser un écart insurmontable entre principe et anarchie? Et n'est-ce pas ce contraste qui l'amène à refuser une conception purement politique de l'anarchie qui, selon lui, se situe loin au-delà de l'alternative de l'ordre et du désordre? Aussi, la notion d'anarchie fait-elle signe vers une réalité autre que celle de l'acception politique ou antipolitique. Le refus de la logique d'une conception politique de l'anarchie, car une telle conception n'est rien d'autre que l'imposition d'un principe à l'anarchie. Disjonction de l'anarchie et du politique, disjonction donc de l'anarchie et de tout principe, et disjonction de l'anarchie et de l'anarchisme pour éviter la métamorphose de l'anarchie en principe en arché, puisque la doctrine anarchiste n'est rien d'autre que l'affirmation du principe de primauté de la raison à l'encontre du principe d'autorité. Aux yeux de Lévinas, le principe d'anarchie est un inconcevable. Rappelons que la note déjà citée de la page 128 autrement qu'elle, elle, c'est-à-dire l'anarchie, ne peut pas, sous peine de se démentir, être posée comme un principe au sens où l'entendent les anarchistes. L'anarchie ne peut pas être souveraine comme l'arché. Ou encore dans une note qui suit immédiatement, l'anarchie ne règne pas. Ainsi dissociée d'un principe, tenue à l'écart de toute dérivation principielle, l'anarchie rendue à elle-même, à son dénuement, serait-on tenté de dire, touche à une strate beaucoup plus profonde où nous retrouvons l'enchevêtrement complexe de l'en-deçà, la provenance, et de l'au-delà, le virage. Antépolitique, elle est ce qui ouvre en fonction de cette précédence à un au-delà du politique et de l'ontologie. Ici se loue l'intrigue de l'anarchie et de la proximité. Jean-François Lyotard, lors d'une soirée hommage à Lévinas, pointa avec autant de sobriété que de fermeté l'inestimable apport de Lévinas, par lequel ce dernier tranche avec la tradition dominante de la philosophie occidentale. Je cite: « Toute pensée n'est pas savoir. » C'est très clair. Et la philosophie n'est pas nécessairement, et en tout cas pas exclusivement, un genre de discours qui a affaire au savoir. Mon admiration pour la pensée de Lévinas vient de là. C'est que tout d'un coup, elle découvre un domaine de l'expérience ou de la réflexion qui n'est pas objet de savoir, mais dont on peut dire quelque chose, bien que ce ne puisse jamais être le savoir. Déclaration à laquelle Lévinas répond ainsi, je cite, « En évoquant la possibilité d'une pensée qui ne soit pas savoir, j'ai voulu affirmer un spirituel qui, avant toute idée, est dans le fait d'être proche de quelqu'un. La proximité, la socialité elle-même, c'est autrement que le savoir qu'il exprime. Autrement que le savoir n'est pas croyance, cette socialité n'est pas une expérience de l'autre, c'est une proximité à l'autre. C'est autrement que savoir n'est pas croyance, mais une source de sens ou du sensé qui prend naissance dans l'obligation à l'égard d'autrui. Aussi le savoir n'est-il qu'une des possibilités du psychisme humain, il ne saurait l'épuiser. Une autre forme de pensée est concevable. Je cite, une pensée qui ne soit plus bâtie comme relation de pensant aux pensées dans la domination du pensée, non astreinte
à l'adéquation du visible, également la visée à laquelle il aurait à répondre dans l'intuition de la vérité. En renonçant à l'équivalence du psychisme et de l'intentionnel, Lévinas accède, en suivant l'exposition de la sensibilité à autrui, à un autre versant du psychisme humain qui situe loin de la maîtrise ou de l'hégémonie du moi, du savoir. N'est-ce pas là une entrée dans l'anarchie? Le psychisme, je cite, est la forme d'un déphasage insolite, d'un desserrage ou d'une dessert de l'identité. Le même empêche de coïncider avec lui-même. Le même empêché, de coïncider avec lui-même, dépareillé, arraché à son repos, entre sommeil et insomnie, allaitement, frémissement. Non point abdication du même, aliéné et esclave de l'autre, mais abnégation de soi pleinement responsable de l'autre. Identité s'accusant par la responsabilité et au service de l'autre, sous les espèces de la responsabilité, le psychisme de l'âme, c'était autre en moi, c'est l'autre en moi, maladie de l'identité, accusé des soi, le même pour l'autre, même par l'autre. Ce tableau, outre qu'il énonce la gravité de la possession, dans le cas du psychisme de l'un pour l'autre, l'âme est déjà grain de folie, dit Lévinas, a le mérite, semble-t-il, de nous orienter vers la question pertinente au vu de ce déphasage insolite. Il ne s'agit pas tant, en effet, de reprendre la description des trois notions qui caractérisent la relation à autrui, à savoir la proximité, la responsabilité pour autrui et la substitution, que de voir à chaque fois en quelle mesure chacune de ces formes de psychisme est anarchique, ou encore par quelle voie et comment elle participe de l'anarchie. Soit la proximité. Lévinas commence par désobjectiver cette notion en refusant de la réduire à une acception purement spatiale, à savoir celle d'un intervalle réduit entre termes proches ou que l'on considère se rapprocher. Et dans la logique de cette désobjectivation, le refus complémentaire de penser la proximité comme expérience de l'autre, alors qu'il s'agit bien plutôt d'une exposition à l'autre. Aussi, à propos de la proximité, ne pourrait-on écrire, en reprenant mais en modifiant la formule de totalité infinie, anarchie essentielle à l'humanité sous les espèces de la proximité. Non plus une anarchie qui résulte seulement de la résistance du multiple à une logique de la totalisation, mais une anarchie qui serait telle que le noyau du psychisme humain, pour autant qu'on appréhende celui-ci au-delà du savoir et qu'on le définisse comme psychisme de l'un pour l'autre. Au sujet de la proximité, Lévinas affirme, je cite, son sens absolu et propre suppose l'humanité. Et par un retournement audacieux qui lui est familier, Lévinas va jusqu'à se demander si la contiguïté spatiale ne serait pas dans la dépendance de l'humain, dans la dépendance de l'humaine proximité, à travers l'expérience de la justice. Cette supposition de l'humanité, ce rapport constitutif à l'humain, exige de penser la proximité à l'écart du savoir ou de la conscience intentionnelle comme conscience d'eux. L'humanité à laquelle se réfère la proximité, proprement dite, ne doit donc pas d'emblée s'entendre comme conscience, c'est-à-dire comme l'identité d'un moi doué de savoir, ou ce qui revient au même de pouvoir. La proximité
ne se résout pas en la conscience qu'un être prendrait d'un autre être, qu'il estimerait proche en tant que celui-ci se trouverait sous ses yeux ou à sa portée, et en tant qu'il lui serait possible de se saisir de cet être, de le tenir ou de s'entretenir avec lui dans la réciprocité du serment de main, de la caresse, de la lutte, de la collaboration, du commerce, de la conversation. Partir du savoir ou de la conscience intentionnelle expose à perdre, à manquer la proximité en la livrant à la thématisation, ou pire encore, expose la conscience à refouler en elle-même, je cite, une subjectivité plus ancienne que le savoir ou le pouvoir. La proximité n'est ni un état, ni un repos, mais une inapaisable inquiétude. Elle est non-lieu, utopie, au sens du non-lieu, hors le lieu du repos, car insuffisamment proximité, comme si son impulsion la plus propre et la plus profonde était d'éprouver sans relâche un jamais assez proche. Non-indifférence ou fraternité. La proximité n'est pas simple relation, loin d'être une prise de conscience, elle est une prise dans la fraternité, écrit Lévinas. Abnégation, instauration de l'un pour l'autre. Je cite, l'approche est précisément une implication de l'approchant dans la fraternité. Cette prise dans la fraternité qu'est la proximité, nous l'appelons signifiance. Au-delà du savoir, au-delà de la simple relation, la proximité est obsession, c'est-à-dire la non-réciprocité même, une affection par le prochain irréversible, à sens unique, où moi, j'ai toujours une réponse de plus à tenir, un moi, ou plutôt un soi, je cite, d'emblée astreint à, comme à l'accusatif, d'emblée responsable et sans dérobade possible. Cette subjectivité obsédée, cette obsession non réciprocable, marque l'exception de la proximité par rapport à un ordre rationnel qui tend vers un système de relations susceptibles d'échanges dans la mesure où elles sont réversibles et symétriques, ou plus exactement commensurables. Le prochain m'assigne, telle est la modalité de l'obsession. Je suis toujours en reste, sans pouvoir me libérer de ma tête, comme ordonné du dehors, traumatiquement commandé. Si la conscience apparaît, elle ne le fait que sur le fond de cette obligation préalable qu'elle ne saurait annuler. L'urgence extrême, autre modalité de l'obsession, fait échec à la prise de conscience, à la mise en œuvre de représentations permettant la thématisation. De surcroît, la proximité témoigne d'une temporalité différente de celle de la conscience et différente du temps des horloges. La proximité en tant qu'obsession est dérangement. Signification anarchique de la proximité, écrit Lévinas. La phrase exacte est « haine, la justice » dérive plus exactement d'une signification anarchique de la subjectivité. Qu'est-ce à dire? Tout d'abord, à suivre l'avancée dans l'excès de cette description, de cette excession, la proximité est atteinte à un ordre rationnel dont un tiers spectateur pourrait rendre compte en montrant comment cet ordre est intelligible dans la mesure où les relations qui le constituent sont réciproques jusqu'à un certain point et permutables car tendant à la réversibilité et à la symétrie. Or, par rapport à un tel système concevable, la proximité fait exception. Elle est dérangement,
En outre, la proximité porte une nouvelle atteinte à un ordre rationnel de par la temporalité qui lui est propre. Je cite, la proximité n'entre pas dans le temps commun des horloges, qui rend possible les rendez-vous. Elle est dérangement, encore un dérangement. Mais au-delà de cette propension au dérangement, qui pose la question du désordre, la proximité s'avère anarchique, ou l'anarchie, car elle s'instaure sans passer aucunement par la médiation d'une idéalité ou d'un principe tenant lieu d'idéalité, sans la médiation d'un arché. En tant qu'implication, en tant que prise dans la fraternité, en tant que signifiance, la subjectivité est dès le départ décrite comme anarchie. Je cite, la subjectivité du sujet approchant est donc préliminaire, anarchique, avant la conscience. Ou encore, dans le cours sur Dieu et l'ontothéologie, l'obsession est présentée, je cite, tel un délire surprenant l'origine, se levant plutôt que l'origine, antérieure à l'arché, au commencement, se produisant avant toute lueur de conscience. C'est une anarchie qui arrête le jeu ontologique dans lequel l'être se perd et se retrouve. Passion qui touche aux extrêmes par trois caractères, montre Lévinas. D'abord, par elle, la conscience est atteinte malgré elle. Ensuite, en elle, la conscience est saisie sans aucun a priori. Enfin, avec elle, la conscience est touchée par le non désirable. Le prochain, en tant qu'autre, n'est précédé par aucun précurseur qui préviendrait la conscience et aiderait ainsi à enclencher l'irrésistible mouvement qui consiste à réduire l'autre même. N'est-ce pas là encore se tenir en deçà de tout arché? Je cite, s'absolvant de toute essence, de tout genre, de toute ressemblance, le prochain, premier venu, me concerne pour la première fois, fût-il vieille connaissance, dans une contingence excluant l'a priori. La survenance du prochain est d'autant plus anarchique qu'il s'agit d'une assignation qui ne passe aucunement par la médiation du genre, comme si le prochain se réclamait de son appartenance au genre humain, afin d'entraîner la reconnaissance et de favoriser la rencontre. Le scénario est tout autre, infiniment plus abrupt. Je suis assigné au prochain en tant qu'autre, en raison de sa singularité. Je cite, sa singularité extrême, c'est précisément son assignation. L'assignation, loin de se faire par l'entremise d'un intermédiaire, se fait directement par le visage. Je cite, cette façon du prochain est le visage. Le visage du prochain me signifie une responsabilité irrécusable, précédant tout consentement libre, tout pacte, tout contrat. Anarchie redoublée, donc, assignation avant tout arché, puisque l'invocation de la responsabilité qui m'affecte n'est précédée d'aucun accord préalable. Le visage échappe à la représentation, défection même de la phénoménalité. Il est moins que le phénomène, tant il est faible. Je cite, le dévoilement du visage est nudité, non-forme, abandon de soi, vieillissement, mourir. Il y a là comme un scandale. Cette relation interhumaine échappe à toute intentionnalité et à tout engagement. J'obéis au commandement du prochain avant même de l'entendre, de là une temporalité spécifique, non moins anarchique, car se situant avant tout arché, avant tout commencement, avant toute initiative.
Lévinas, dans l'analyse de la proximité, parle d'abord de la sensibilité. Il écrit, cette phrase est essentielle, la sensibilité est exposition à l'autre. Exposition plus passive qu'une inertie et qui correspond à une inversion du conatus esse. Plus saisissante encore est la formule verbale qu'il invente et transforme aussitôt en substantif pour signifier une passivité plus passive que toute passivité. Un avoir été offert sans retenue. L'infinitif passé ayant pour fin de nettement distinguer l'exposition en tant qu'avoir été offert d'une générosité ou d'un don qui serait acte, non commencement, écrit-il, non présent, non initiative. Il s'agit ainsi pour Lévinas d'insister au maximum sur la non-contemporanéité de cette exposition, sur son écart par rapport à un acte libre. A l'inverse, cette exposition de la sensibilité à l'autre fait signe vers un en-deçà du libre et du non-libre, vers une strate plus profonde qui désigne précisément l'anarchie du bien. Catherine Chanier, dans son livre Pour une morale au-delà du savoir, a montré que Lévinas, à l'instar de Kant, évoque une antériorité du bien, une antériorité à réveiller, et que pour Lévinas, le lien entre le sujet et le bien est anarchique, contrairement à ce qui se passe chez l'auteur de la critique de la raison pratique. Selon Lévinas, le lien ne peut se nouer comme assomption d'un principe. Il s'agit donc bien d'un lien anarchique qui s'est dénoué sans que le sujet ait été volonté, ou ait émis un choix. À l'extériorité du principe, Lévinas substitue l'extériorité de l'alliance, un lien au dehors, c'est-à-dire, pour reprendre ses propres termes, obéissance sans servitude au bien, obéissance à un autre demeurant autre. De même que le bien est antérieur au mal, et ici ça paraît sans doute une des présuppositions de ce que j'ai appelé l'extravagante hypothèse, la responsabilité pour l'autre est plus ancienne que le conatus, plus ancienne que le commencement et le principe. À partir de l'anarchie ainsi définie, je cite, le moi revenu à soi, responsable d'autrui, c'est-à-dire otage de tous. L'anarchie en tant que quelque chose avant le commencement. Mais comment nommer cette chose? Une strate plus profonde, un lien originel du moi autrui, une intrigue de responsabilité, mieux à dire avec toutes les implications du dire, pré-originel et préhistorique. Aussi, la temporalité de la proximité est-elle exceptionnelle. Non seulement elle bouleverse, elle dérange le temps des horloges, mais elle introduit à une autre épreuve du temps, différente du temps de la conscience ou de la temporalité qui s'exprime dans le dit. À sa façon, elle témoigne également d'une anarchie. Dans le temps de la conscience, un moi actif rassemble le passé, le récupère par la mémoire ou par le travail de l'historiographie. Or, le propre de la proximité et de la responsabilité pour autrui, c'est qu'elle précède tout engagement, ne résulte d'aucun engagement libre, c'est-à-dire que ne découle d'aucun présent. La responsabilité pour l'autre appartient à un temps étrange qui est un temps sans commencement. De là son anarchie qui, par défaut de commencement, ne peut se rassembler en représentation. Nouant une relation avec un passé qui n'a jamais été présent, un passé immémorial, la proximité, je cite, démontre le temps récupérable de l'histoire et de la mémoire où la représentation se continue.
là encore, la proximité et le dérangement du temps remémorable. De même, pourrait-on travailler à montrer l'anarchie dans la responsabilité pour autrui, l'irréductible anarchie de la responsabilité pour autrui, comme l'écrit Lévinas. Comment le passage de la conscience de à la conscience pour porte atteinte à la conscience de soi, qui se pose spontanément en origine, en commencement, en initiative, bref, en arché. À l'inverse, dans la responsabilité pour autrui, selon Lévinas, je cite, le moi ne s'oppose pas, mais perd sa place, se déporte ou se trouve déporté. Irréductible anarchie de la responsabilité, en effet, car il s'agit bien d'un bien qui ne se laisse plus penser dans le cadre d'une rationalité plus fondamentale, même si cette pensée est en quête d'une autre rationalité. Encore plus dérangeante est l'anarchie dans la substitution, apogée en quelque sorte de l'intrigue anarchique. Le moi y est non seulement responsable d'autrui, mais otage de tous les autres, à l'image de la maternité, où la mère est l'otage de l'enfant qu'elle porte et qu'elle nourrit. Je cite, dans la préhistoire du moi, écrit Lévinas, le moi est de fond en comble otage, plus anciennement qu'égaux. L'un pour l'autre y est poussé jusqu'au bout, sans retenue sur soi, au point que l'anarchie porterait atteinte à l'arché qu'est l'être. C'est une anarchie qui arrête le jeu ontologique dans lequel l'être se perd et se retrouve, nous est-il dit. Comme si, avant le commencement, avant le principe, signifiait avant l'être. Selon Lévinas, la proximité, l'obsession ne sont pas des phénomènes de la conscience. Mais cette non-conscience, au lieu d'être signe de déficit, atteste de leur exception de la totalité, c'est-à-dire de leur refus de la manifestation et de cette exception de la totalité, et cette exception de la totalité est le non-être ou l'anarchie en deçà de l'alternative encore ontologique de l'être et du néant, en deçà de l'essence. Mais le sujet en tant qu'élu, en tant que substitution, connaît un renversement étonnant. Car l'aliénation est pensée désormais du côté du même, comme l'enfermement de l'étang qui persévère dans l'être, conatus inesse, tandis que la liberté se révèle être du côté de la substitution. Je cite, un mode de liberté ontologiquement impossible rompt l'indéchirable essence. La substitution affranchit le sujet de l'ennui, c'est-à-dire de l'enchaînement à lui-même, où le moi étouffe en soi, de par la façon tautologique de l'identité, et recherche sans cesse la distraction du jeu et du sommeil dans une trame sans usure. Ici s'observe une qualité spéciale de l'affranchissement qui ne retombe pas dans le jeu ontologique, celui du commencement, de l'acte, de la persévérance dans l'être ou de l'assomption, mais fait naître une nouvelle et paradoxale épreuve de la liberté, comme si le crescendo de la responsabilité pour autrui, sous forme de la substitution, allait de pair avec un crescendo dans l'anarchie, comme si l'autre dans le même permettait paradoxalement de tourner le dos à l'aliénation qui se conçoit plutôt comme l'enfermement en soi, l'enchaînement à soi, l'être rivé, et on reprend les concepts du texte ancien de l'évasion. Lévinas écrit affranchissement anarchique
Il s'accule sans assumer, sans virer en commencement, dans l'inégalité à soi. De là, face à cette situation inédite, une question non moins inédite, je cite, mais n'est-ce pas là la façon dont de soi un autre se peut en le même, sans l'aliéner, et sans que l'affranchissement du même, à l'égard de lui-même, tourne en esclavage à l'égard de qui que ce soit. À plusieurs reprises, Lévinas définit l'anarchie comme dérangement. Dérangement du temps des horloges, dérangement du temps remémorable, dérangement de l'être. Est-ce à dire qu'au nom de ce dérangement, on puisse identifier sans aucune forme de procès, autre forme de procès, d'anarchie ou désordre? Nullement semble-t-il, car dans sa description de l'obsession, mouvement anarchique au sens originel du terme, Lévinas précise que l'anarchie n'est pas le fait du désordre opposé à l'ordre, et ce d'autant moins, ajoute-t-il, que le désordre n'est qu'un ordre autre. Entendons qu'il ne s'agit pas d'affirmer l'ordre, l'omnipotence de l'ordre, mais de sauver une conception maximale, voire emphatique de l'anarchie. L'anarchie se situe au-delà de l'alternative ordre-désordre, qui reste une alternative ontologique, encore sous l'emprise de l'être arché. En effet, selon Lévinas, l'anarchie trouble l'être par-delà ses alternatives. C'est parce que l'anarchie et l'anarchie de l'obsession en tant qu'énigme non intentionnelle dérangent l'être, c'est-à-dire arrête le jeu ontologique que l'on ne peut accepter de la rabattre sur le désordre, opposé à l'ordre. Mais un mouvement plus complexe se fait jour. Si l'anarchie est irréductible au désordre, entendu ontologiquement, il semblerait qu'un désordre soustrait à l'ontologie, pensé de façon non dialectique, au-delà de son opposition à l'ordre, puisse recevoir une force anarchique, une orientation anarchique, pour autant que ce désordre ait à voir avec l'extériorité, ait à voir avec un dehors, et se tienne à l'écart de toute synthèse, bref, ne se réduise pas à une propédeutique, à une nouvelle synthèse, à un nouvel ordre. Ainsi, Lévinas conclut la note 3 de la page 128 par cette reconnaissance des vertus d'un désordre méta-ontologique. En quelque sorte, le désordre a pourtant un sens irréductible en tant que refus de la synthèse. De là, le renvoie à la note 6 de la page 89 dans votre enquête, qui invite à l'encontre de Bergson à distinguer entre plusieurs formes de désordre. Tout désordre, est bien précisé, n'est pas un ordre autre. Ainsi en va-t-il de l'anarchie du diachronique qui ne se rassemble pas en un ordre. Si l'anarchie, donc, ne doit pas être rabattue sur le désordre opposé à l'ordre, inversement, certains désordres, pour autant qu'ils soient dérangement de l'être, atteint à l'être arché, ont à voir avec l'anarchie.